Le bar des supporters sur Maritima. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cet avant-match de la 27e journée de Ligue 1. Demain après-midi, 17h. Reims Olympique de Marseille à vivre en direct sur Maritima. À ce propos, si vous avez envie de participer justement aux soirées foot sur Maritima, vivre en coulisses, comment ça se passe tout simplement avec l'équipe au grand complet en studio, n'hésitez pas à vous inscrire. Maritima soirée foot. Vous envoyez le tout au 7 14 15. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Conf de presse cet après-midi, comme souvent, le vendredi après-midi, pour faire le point, pour préparer la soirée et surtout la journée du lendemain ou du surlendemain. Reims Olympique de Marseille, petite revue d'effectifs avec une infirmerie marseillaise qui était très chargée avant la trêve. On en est où aujourd'hui ? Elle reste chargée parce qu'il y a eu des petits mouvements. Après, il y a deux très bonnes nouvelles. Ce sont les retours d'Amir Murillo et d'Ismaël Benasser. Donc Ismaël Benasser n'était même pas noté dans le point médical. Amir Murillo a repris l'entraînement collectif cette semaine. Je sais qu'il a beaucoup travaillé pendant la trêve de manière individuelle et collective. Il a fait des tests. Donc au moment où on parle, moi j'ai pas encore le groupe officiellement, mais je sais qu'il fait le déplacement. Donc la question c'est de savoir est-ce qu'il sera suffisamment prêt pour démarrer ou pour être sur le banc, mais bon, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Pour Adrien Rabiot, la question ne se pose même pas, donc puisque voilà, la petite alerte qu'il a eue au mollet avait été enlevée, quasiment tout doute avait été retiré suite aux petits examens qu'il avait passés. Je pense qu'il fallait qu'il ait 2-3 jours tranquille avant de revenir à Marseille, et du coup il est revenu tranquille avec le sourire et la patate. Après, pour Heubière, les soins se poursuivent. Je l'ai vu ce matin, parce qu'on a eu la chance, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a eu la chance d'assister à 7-8 minutes de l'entraînement, mais en salle. C'est quelque chose qui était quand même assez intéressant pour voir la préparation qu'ils ont avant d'aller sur le terrain. Amin Harit est toujours blessé, et la mauvaise nouvelle, c'est Luis Felipe, donc qui est touché à la cuisse. Donc ça, on ne sait pas combien de temps ça va durer, ils n'ont pas communiqué, mais ça met un frein parce que tu te dis, pour l'instant, il n'a pas la capacité à enchaîner les efforts. Lui qui avait été titulaire à Paris, qui aurait peut-être sans doute pu postuler pour une place de titulaire demain à Reims, là, pour le coup, c'est encore un point noir, quoi. Jaco, retour de Murillo et de Benasser, est-ce que ces infos te font plaisir ? Ah ben oui, parce que excusez-moi, mais ce sont quand même des joueurs qui sont au-dessus du lot actuellement. Amir Murillo est un joueur pour nous essentiel, on l'a dit à plusieurs reprises. Paradoxalement, chaque fois qu'il est là, l'Olympique de Marseille a fait normalement de très bons matchs. Il apporte un équilibre, il a quand même des automatismes avec Balerdi, donc oui. Après, Ismaël Benasser, c'est un joueur talentueux qui doit être beaucoup plus performant parce que on sait qu'il a les qualités, ça c'est indéniable. Tous les gens qui connaissent le football connaissent Benasser et connaissent ses qualités, avec un pied qui a ces mecs-là, c'est une main qu'ils ont à la place du pied, capable de te donner le ballon au millimètre près. Donc le voir revenir, c'est une très très bonne nouvelle. On a vu du mieux à Paris malgré la défaite dans le Classico. Est-ce que vous considérez que c'est parce que les joueurs ont compris certaines choses, notamment au niveau de l'intensité, au niveau de l'engagement, ou est-ce que c'est aussi parce que la motivation, elle vient tout naturellement dans des matchs comme face à Paris ? Ouais, il y a plusieurs choses. Je pense que la motivation, elle est supérieure quand tu joues contre Paris. Après, ils avaient été piqués aussi par rapport au fait qu'ils avaient perdu à domicile contre Lens, qu'ils sentaient aussi, je pense que avec le résultat le week-end précédent de Nice à domicile contre Lyon, ils se sont dit il y a quand même quelque chose, une épée de Damoclès qu'on arrive encore un petit peu à maîtriser. Dans ce week-end-là, Nice avait fait match nul à domicile. On oublie, moi je suis pas là à pointer du résultat les autres, parce que ce qui m'intéresse c'est plutôt les performances et les résultats de l'OM. Mais bon, Lille a perdu à Nantes alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Donc tout ce qui se dit avant ce sprint final, je dis pas qu'il faut oublier ce qui s'est passé.
hein. C'est pas ce que je dis, mais à un moment donné, oui, le match de l'OM a été plus cohérent à Paris. Après, moi, ça me suffit pas hein, de voir ce que j'ai vu contre Paris. J'espère voir encore autre chose, avec plus d'engagement, plus d'intensité, plus d'agressivité, plus de maîtrise de la part de l'Olympique de Marseille, notamment à l'entrée de ces 8 derniers matchs. On en a parlé, pareil, lundi. C'est bien de faire un résultat contre Lille et contre Monaco. Mais il y a 6 autres matchs à gérer. Et je pense que là, pour le coup, je ne suis pas un joueur professionnel, je ne suis pas un entraîneur, mais il faut vraiment, là, pour le coup, prendre les matchs les uns après les autres. Va à Reims, gagne, fait du jeu, fait du contenu, emmagasine de la confiance et pense ensuite au match contre Toulouse. Et ça chaque semaine, les unes après les autres, pour arriver, j'espère, au 17 mai, et la fête pour le match OM-Rennes. Et tu sais, Karim, quand tu analyses, finalement, il y a eu des hauts et des bas, tout le monde. Nice était bien, puis d'un coup, hop, ça a été dans le bas. Lille, c'est pareil. Des défaites en des éliminations en Champions League, puis après dans le dur. En ce moment, Monaco est mieux, alors que pendant un moment, ils étaient dans le dur aussi. Donc voilà, nous aussi, on a des hauts, des bas. Donc tu te rends compte qu'il n'y a pas qu'Olympique de Marseille. Nous, on est attirés par l'OM. Et en plus, les équipes contre lesquelles on a perdu, ça nous saoule parce que, paradoxalement, tu les comptes les points, tu dis, ouais, ça va. Là, ça va. Auxerre, ça va, tu vois, et puis paradoxalement, tu les as pas gagnés ces points-là. Mais après, à froid, tu te rends compte que tout le monde a des hauts et tout le monde a des bas. Il y a eu une question cet après-midi auprès de Roberto De Zerbi à ce sujet. Justement, il y a quelqu'un qui posait la question. Régulièrement, on joue contre des équipes qui sont dans le dur. Et au contraire, ce sont ces équipes-là qui te mettent en difficulté. Non, parce qu'il a parlé de Auxerre, qui n'avait pas gagné depuis 10 matchs, et de Lens, qui restait sur 4 défaites consécutives. Donc, et on n'espère pas voir ça demain après-midi. Non, bien sûr. Après, parce que Reims est dans le dur. Oui. Mais après... C'est toujours pareil. Déjà, c'est pas comparable, je trouve. Après, ça veut pas dire, peut-être que, on ne sait jamais, je ne le souhaite pas, peut-être que Reims va réussir le match de sa saison contre l'OM demain, mais il y a quand même aussi une constante. On parle de Lens. Lens a connu des hauts et des bas. C'est un petit peu ce que disait Jaco pour les adversaires de l'OM. Lens, pendant longtemps, a fait partie des équipes qui étaient potentiellement qualifiables pour une Coupe d'Europe. Là, ils sont revenus, puisqu'ils sont 7-8e, donc pourquoi pas, on ne sait jamais. Là, ils ont un gros match à jouer contre Lille ce week-end. Auxerre nous avait montré qu'ils étaient capables de faire mal. Ils nous ont battu 3-1 à l'aller. Moi, je me rappelle du match nul qu'ils ont fait à domicile contre le PSG. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous, on n'a pas fait de nul contre Paris cette saison. Donc, ils sont capables de faire des coups. Et de toute façon, la lecture du match d'Auxerre, elle est totalement différente. C'est, pour moi, un entraîneur qui a gagné contre un autre. Et il ne faut pas oublier le carton rouge de Cornelius. Il ne faut pas oublier les occasions que l'OM a ratées, les erreurs individuelles, parce que De Zerbi disait que contre Lens, il trouve que l'OM a fait un bon match. Contre Auxerre, il dit que les occasions, on les a eues pour mettre les ballons au fond. Après, je rappelle quand même qu'à la mi-temps, il y avait 1-0. C'est pas le même scénario que lors du match aller où tu perdais 3-0 au Vélodrome à la mi-temps. Donc, il y a des choses, pour lui, malgré la lecture que nous, on a du match de Auxerre, lui, il dit qu'ils auraient pu le gagner. Donc, c'est qu'il n'y avait pas tout à jeter. Le seul truc, c'est que c'est toujours plus facile, et on le disait avec Jaco à ce moment de la saison, c'est que tu as du mal à marquer ce premier but. Sur les 4 derniers matchs, tu as perdu 3 fois. Tu marques 2 buts contre Nantes et 1 contre Paris. C'est pas suffisant pour une équipe qui était en capacité de marquer beaucoup de buts. Donc, il y a quand même quelque chose aussi à revoir à ce niveau-là. Peut-être animation, implication, tout ce que tu veux. Management aussi de la part du staff pour essayer de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Les choix de joueurs également qui doivent être peut-être meilleurs. Mais bon, voilà, je pense moi que c'est une coïncidence, l'histoire de Auxerre et de Lens, parce que à chaque fois que tu as joué contre une équipe qui était en difficulté, tu n'as pas perdu à chaque fois. Et heureusement, quoi. Mais ce qui se passe, c'est qu'Olympique de Marseille, quand ils arrivent à mettre le premier but rapidement, ça va beaucoup mieux. Parce et ça fait longtemps. Voilà. La dernière fois, c'était contre Saint-Étienne. Les équipes, elles sont obligées, après, de se découvrir, d'essayer d'aller chercher un résultat. À un moment donné, que tu perdes 1-0 ou 3-0, tu as perdu quand même. Donc, la plus grande difficulté qui se pose à l'Olympique de Marseille, c'est de venir marquer ce but-là. Et après,
forcément, c'est beaucoup moins difficile. Le deuxième, le troisième, le quatrième. Voilà. Donc, moi, je pense que l'Olympique de Marseille, dès les premières minutes, doit imposer son rythme à Reims. C'est indispensable pour la suite de ce qui va se passer. Moi, les gars, j'ai envie de voir un OM conquérant parce qu'on n'a pas assez souligné ce qu'on a été capable de faire à Paris. Voilà. Parce qu'on a fait un match intéressant à Paris. Derek Cornelius était en conf de presse cet après-midi. Est-ce que vous avez envie de voir le Canadien au sein de la défense demain après-midi? Si tout le monde est OK, parce qu'il a quand même parlé. Alors Cornelius a joué 2 matchs, aussi très loin pour la Ligue des Nations, mais région CONCACAF, où ils ont été en finale, me semble-t-il. Ils ont perdu. Non, ils ont fait la finale, la 3e, 4e place. Ils ont perdu la demi-finale et ensuite ils ont gagné le dernier match. Il a joué 2 fois 90 minutes. Il semble être plutôt en forme physique. Après, la concurrence de Cornelius, elle est avec Kondogbia. Oui. Kondogbia qui a joué 2 matchs également avec l'équipe nationale de Centrafrique. C'est le moins fatigué qui jouera? Ouais, moi je pense que quand même dans l'esprit de Roberto De Zerbi, Kondogbia a un coup d'avance. Toujours, encore et toujours, par sa capacité à ressortir et surtout les ballons. que Benasser peut récupérer sa place. Peut-être, Kondogbia, bien sûr. tu vois. Donc c'est aussi Ah ça. non, mais moi je pensais plus du tout à Kondogbia au milieu de terrain. Non, mais oui. voilà, lui, il se dit, moi, j'ai envie d'avoir Kondogbia dans le jeu, parce que c'est un joueur talentueux, je l'ai dans le jeu, et je récupère mon Benasser aussi. Donc, c'est aussi ça, d'avoir cette force-là, parce que c'est 2 joueurs de gaucher talentueux dans la relance. C'est important, quand tu as des... Cornelius, il a beaucoup de qualités. Chaque joueur est différent. Dans l'impact, il est compétent, il va au charbon, comme on dit. Par contre, une qualité de relance différente de ce que peut avoir Geoffrey Kondogbia. Geoffrey Kondogbia, il lâche le ballon. Moi, j'ai vu à Paris, les gens ont été méchants avec lui. Même si sur le but, il aurait pu faire mieux, ok, mais il a été dans le cœur du jeu, il a été important. Donc le voir reculer derrière et retrouver sa place, je trouve ça légitime. Après, ça dépendra aussi un petit peu du retour ou pas d'Amir Murillo, parce qu'il y a plein de choses qui vont découler je parle avec le retour de Murillo. Oui, voilà. Moi, j'espère que, de toute façon, si Murillo est titulaire, ça veut dire que le staff et technique et médical estime que le mec il est quasiment à 100%. Bien Donc sûr. voilà, je pense que, et dans tous les cas, je pense que l'OM est vraiment plus fort avec Murillo que sans lui. Je reste avec toi. On disait que une trêve internationale, c'était bien aussi pour le coach et pour le staff de souffler un petit peu, de se mettre un peu de fraîcheur intellectuelle là-dedans. Comment tu as trouvé Roberto De Zerbi cet après-midi en conf? Je l'ai trouvé qui est monté de ton au fur et à mesure que la conf a avancé. Non, mais franchement, moi j'ai apprécié la conférence de presse parce qu'il a dit des choses. Après, il s'est exprimé sur plein de trucs, sur le sprint final, sur la façon d'aborder ce match contre Reims, comment gérer la trêve internationale également, avec les retours de blessures, les joueurs qui ont eu pas mal de temps de jeu, tout ça, le fait qu'ils sont toujours deuxième. Il a quand même dit, c'est la première fois je crois qu'il dit, si on nous avait dit en début de saison qu'à 8 matchs de la fin on serait deuxième avec 2 points d'avance sur le poursuivant, j'aurais signé de suite, alors que depuis le départ il dit quand même que lui ce qui l'intéresse c'est pas la 2e place. Donc aujourd'hui je pense qu'il s'est fait une raison, parce qu'on rappelle que suivant ce qui va se passer dans les 2-3 semaines, Paris sera champion officiellement assez rapidement. Mais bon, ça, on s'en fout. C'est eux, et grand bien leur face, puisqu'ils sont dans une saison exceptionnelle en Ligue 1, avec pour l'instant aucune défaite. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait que Paris sera champion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que l'OM finira 2e, 3e ou 4e? Je ne les vois pas plus que ça, mais l'OM a son destin entre ses mains. Et dans cette réflexion-là, la trêve, elle a fait du bien à certains joueurs, mais elle a fait du bien aux coachs et au staff qui ont pu aussi faire retomber un peu la pression après cette période difficile des 3 défaites en 4 matchs, pour essayer de remettre les pendules à l'heure, notamment au niveau du jeu. Parce que l'OM ne peut gagner qu'en faisant du jeu. Et donc, on espère que demain, ça sera le retour de l'OM qu'on connaît cette saison plus régulièrement à l'extérieur que lors des matchs face à Nice, face au Serre ou même face à Paris. Faire du jeu et aussi mettre de l'intensité, jouer avec les couilles. C'est ce que Roberto De Zerbi a clairement annoncé. Il n'a pas dit ça exactement, il a dit QI. Les QI.
ces propos très pragmatiques tels que tu les aimes, Jaco. Oui, mais les gars, aussi, le football reste quelque chose de simple et d'authentique. Moi, j'entends des gens qui essaient de compliquer les choses pour pouvoir se rendre intéressant. Le football, c'est des joueurs, ce sont des êtres humains, mais si tu dois tirer la meilleure partie de chacun, c'est avec de l'intensité. Tu peux avoir n'importe qui, si le mec il n'est pas motivé, ce n'est pas un bon joueur. C'est pas des noms que tu mets, ce sont des joueurs, mais des joueurs en forme, des joueurs volontaires, des joueurs qui ont envie et qui sont passionnés. Le cas Greenwood, c'est un très bon joueur. Un Greenwood pas en forme, un Greenwood pas motivé, c'est pas du tout le même match. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, c'est aussi le travail du staff de les mettre en capacité d'être à leur meilleur niveau. Justement, Greenwood, ça a été un passage fort de la COF de cet après-midi. Là, pareil, très pragmatique sur la question de Mason Greenwood. Oui, il a même commencé sa réponse en disant que s'il devenait journaliste, il savait quoi faire. Oui. Mais après, moi, celle-là, elle m'a fait rigoler au départ, parce que on interprète des choses que lui dit, et surtout, on interprète des décisions qu'il prend. Donc, si lui, il décide de ne pas mettre Greenwood, notamment contre Lens, au lendemain d'une conférence de presse qui a été quand même assez puissante dans l'explication de ce qu'il attendait de Mason Greenwood. Moi, j'en parle en comité restreint. Quand j'étais à Lille, j'ai vu des supporters. Ils me disaient qu'est-ce qui s'est passé avec Greenwood. Je disais juste exactement la même chose. Je pensais que après nous avoir dit qu'il attendait beaucoup plus de son joueur, qu'il allait le prendre entre quatre yeux et lui dire bon, tu as vu, je t'ai cassé la bouche en conf de presse. Donc maintenant, à toi de montrer. Sauf que non, on n'a pas bien analysé le truc et il a fait d'abord en conf de presse et il l'a validé sur la feuille de match 2 fois. Alors c'est vrai que l'entrée de Greenwood contre Lens, je rappelle, a été pas catastrophique, mais presque, comme Luis Enrique. Par contre, la semaine d'après, Luis Enrique a été titulaire à Paris et pas Greenwood. Donc là, quand il parle de tout le poids que doit ressentir Mason Greenwood pour plein de choses par rapport à comment il était attendu en France, comment il a pu digérer ces 4-5 premiers mois où il marchait pas sur l'eau, mais presque, être papa d'un deuxième enfant, c'est un événement, encore une fois, je passe sur l'histoire de la sélection anglaise et la nationalité jamaïcaine qui va pouvoir sans doute lui permettre de jouer pour son équipe nationale. Après, il a dit quand il est bien, il a dit, c'est le premier nom, je mets Mason Greenwood et après, je mets les 10 autres. Après, il avait déjà dit ça, me semble-t-il, pour Rabiot et pour Rongier. Mais bon, ça veut dire que tour à tour, il a quand même un joueur qu'il met en premier. Donc, mais Karim, moi, ce qui me gêne, ce que les gens ne comprennent pas, bon, moi j'ai eu la chance de le vivre pendant de nombreuses années, c'est qu'un vestiaire, ça vit. Un vestiaire, il y a des fois des joueurs qui se battent. Et donc, si les médias savent ça part dans des trucs de dingue. Mais j'ai vu des choses. Oui, il y a des réalités qui n'arrivent pas jusqu'au grand public. Le mec qui s'est disputé avec sa belle-mère, qui lui a cassé les burnes, sa belle-mère et ta mère, elle m'a gonflé, ta mère, elle m'a dit si. Non, mais les gars, je les ai entendus, ces réflexions. Attends, je te dis juste, mais je crois que Mason Greenwood, c'est un vrai mec, c'est un mec du panier ou. Non. Attends, sérieux. Oh, ta mère, elle m'a gonflé. T'imagines qu'il parle à sa femme comme ça? Les gars, Jaco, tu es mon idole. Je te le dis, tu es mon idole. Il y a des choses qui se passent dans le vestiaire qui sont des choses. Je l'ai vu au marché du soleil tout à l'heure. De la vie. Je peux déjà que j'arrive pas à parler. Si chaque fois que je parle, tu me coupes la parole. Non, mais c'est vrai. Ce sont des choses simples qui se passent. Moi, je vous l'ai dit, j'ai vu un joueur en dépression qui faisait une dépression, mais tu ne peux pas l'avouer. Parce que si tu avoues que tu as une dépression, mais là, tu te fais tuer par les médias. Donc, il y a des choses qui se passent dans le vestiaire. Moi, Greenwood, il a un passage à vide, pour des raisons que je ne connais pas, mais je ne doute pas sur ses qualités. Les gens, ils sont en train de l'enterrer. Et donc, comme ça attrait les certains journaux, si on peut y tirer un coup de mitraillette dessus, eh ben, ça intéresse, voilà. On a fait un point infirmerie tout à l'heure. Du coup, la compo qui vous semble la plus probable, c'est compliqué. C'est quoi ? C'est compliqué parce qu'il y a une compo avec Murillo et sans Murillo. Donc moi, je vais partir du principe que Murillo va jouer. Rouli, Murillo, Balerdi, Kondogbia, Luis Enrique, Merlin sur les côtés, Rongier, Benasser, Rabiot, Greenwood et Guiri. Voilà, pour moi, c'est le meilleur 11 à la disposition, mais il y a peut-être une réflexion différente parce que il y a la gestion aussi
des internationaux. Par exemple, Roberto De Zerbi a parlé d'Amin Gouiri, qui a joué 90 minutes, plus 73. D'accord. Mais ça m'étonnerait quand même que Gouiri démarre sur le banc. Mais après, on peut se tromper. Peut-être que Mopé a fait aussi une super semaine, je sais pas. Je pense pas, parce que Gouiri, en plus, en ce moment, il est indispensable à l'Olympique de Marseille. Il peut être buteur, il peut être passeur décisif. Quand tu as Amin Gouiri à la pointe de l'attaque, moi, je ne vois pas se passer de Gouiri. Ça me paraît impossible. Un mot sur Mehdi Benatia, puisque nos confrères de la Provence laissent entendre depuis cet après-midi que l'appel qui a été fait auprès du comité national, alors je vais le reprendre, comité national olympique et sportif français, le CNOSF, sur la suspension de Mehdi Benatia, pourrait être suspensif jusqu'au 9 avril, puisque ça sera à ce moment-là que l'avis sera donné. Ça voudrait dire que, et pour Reims et pour Toulouse, Mehdi Benatia peut accéder aux zones réglementaires de travail. Alors, très bon travail de nos confrères de la Provence, et nous, on est en capacité de vous dire, oui, il réintègre ses fonctions officielles. Donc, il n'y a pas de conditionnel. Là. Pour le coup, il est pour le match de Reims et le match à domicile de Toulouse. Il reprend ses fonctions totales de directeur du football. Voilà, et donc il sera là. Ensuite, il y aura son audience le 9 avril, ce sera un mercredi, devant le CNOSF, qui donnera un avis définitif pour savoir si la sanction est confirmée, est infirmée. Mais bon, ça se calme un peu parce qu'il y en a marre. Oui, mais bon, après, l'air de rien, quand tu regardes, il a pris sa suspension. Après, il n'a plus été dans un vestiaire depuis le 14 janvier. Et j'ai aimé il passe sa discrétion quand même. Hein. Ils ont été bien, les Marseillais. Ils ont laissé que ce soit Longoria, Ravanelli, Benatia. Ils ont calmé un peu le jeu. Ouais, il fallait. Non, mais tu pouvais pas faire autrement que calmer le jeu. Il y a des gens qui auraient pu faire des on était monté haut quand même. Voilà, ouais, mais ça fait rien. Il y a eu une prise de conscience. Et il faut aussi... Voilà. Ils ont peut-être pris conscience de leurs erreurs aussi. Donc les gars, moi je suis content de le voir revenir. Et j'ai vu Fabrizio qui était très content, très souriant, qui lui purgera son dernier match. Il avait 3 matchs, donc il était là il était autorisé pour Nantes, mais Lens, Paris et donc Reims. Donc il est en grande forme, Fabrizio Ravanelli. Très rapidement, les pronostics. Est-ce que l'Olympique de Marseille repart de l'avant dès ce week-end? Les pronostics de l'équipe du BDS, Jaco? Mais moi, hier, j'ai dit 3-1, donc je répète la même phrase, 3-1. 3-1 pour Jaco, Karim. Alors, je ne donnerai pas de pronostic en termes de score, mais oui, l'OM va gagner, hein, parce que je vois pas... Alors après, il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais je pense que pour donner le tempo de cette dernière ligne droite, l'OM a besoin d'une victoire, même si c'est pas aussi simple que ça. Donc oui, l'OM va s'imposer à Reims. Reims Olympique de Marseille, demain après-midi à partir de 17h à vivre en direct sur Maritima. Continuez à vous inscrire pour vivre de l'intérieur, effectivement, ces soirées foot avec Maritima. Maritima soirée foot au 7 14 15. Tu voulais rajouter un petit... Je fais un gros bisou à Mayou, elle se reconnaîtra, puisqu'elle est à Bangkok en ce moment, et c'est un peu compliqué. Je pense très très fort à elle et à ma fille Léa, donc voilà. Mais tout va rentrer dans l'ordre, mais beaucoup de pensées pour les peuples birmans, thaïlandais, par rapport à la catastrophe qu'il y a eu ce matin. Absolument. Reims Olympique de Marseille à vivre demain après-midi, prise d'antenne 16h30. Merci les frérots, merci Jaco. Merci Marco. Merci mon Karim. Merci les amis. À demain 16h30.